gis nga plan bi quoi dañuy def benn introduction donner la parole à l'ambassadeur, ensuite ministre bi, ensuite John, après yow nga ñëw pour la présentation quoi. Donc man je après naa Merci, mesdames et messieurs, on va démarrer. Les Sérères, calmez-vous, il y a assez de manger pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Excellence, messieurs les ministres, nous sommes vraiment gâtés aujourd'hui. Nous avons avec nous monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre chargé du plan Sénégal émergent. Nous avons également son Excellence, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Nous avons des conseillers à la présidence de la République et d'autres personnalités. Je voudrais, au nom des membres de l'association des Sénégalais du groupe de la Banque mondiale et du Fonds, vous remercier pour avoir honoré notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. Je voudrais également remercier tous les participants, nos chers membres. Merci d'être venus. Et cela, naturellement, dénote de l'importance que vous accordez au sujet qui nous réunit aujourd'hui et de la nécessité de partager avec nous, messieurs les ministres, messieurs les collègues du Sénégal, cette vision de notre développement, de notre cher pays, déclinée à travers le plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, l'association des Sénégalais de la Banque et du Fonds a été mise en place au lendemain du naufrage tragique du bateau le Joola le 26 septembre 2002. Son objectif, naturellement, est de développer la solidarité entre nous autres ici et effectivement avec les Sénégalais de notre communauté. Cette conférence qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre des activités pour notre association prévues pour l'année 2014. Et l'objectif est simplement de créer cette nécessaire synergie donc, entre vous, messieurs les ministres, messieurs les collègues du Sénégal, nos membres et au-delà, donc avec aussi tous les Sénégalais de la diaspora des États-Unis, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan. C'est pourquoi nous voulons un format assez simple, hein, sans beaucoup de protocoles, donc où nous voulons beaucoup d'interactions entre nous, nos membres et nos autorités qui sont ici pour nous présenter ce plan. Donc, sans plus tarder, je vais demander à son Excellence, l'ambassadeur Niang, de venir dire quelques mots de bienvenue. Ensuite, il sera suivi par monsieur le ministre des Finances, qui va introduire le sujet. Notre ami, monsieur le ministre Mohamed John, chargé du PSE, viendra également dire quelques mots pour l'opérationnalisation du plan. À la suite de quoi, nous avons des experts qui sont venus avec le ministre qui vont présenter le plan en PowerPoint. Alors, à la suite de toutes ces présentations, nous aurons l'occasion donc d'avoir des échanges. Vous pouvez faire vos commentaires, poser des questions au panel. Monsieur le ministre, Excellence ambassadeur, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre en charge du suivi du PSE, Madame, Messieurs les ministres, Niang, Faye et Nyunka Diouf, Monsieur le Président du Bank Fund Senegalese Staff Association, Mesdames et Messieurs les membres de l'association, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation sénégalaise, chers compatriotes. Monsieur le Président, je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter les membres du BFSSA d'avoir remis sur les rails votre association. Je suis sûr que, outre son rôle de consolidation des liens de solidarité entre ses membres,
l'association saura être un foyer convivial de fraternité, un creuset fécond d'échanges, mais aussi une plateforme accoucheuse d'idées utiles à vous-même individuellement et au-delà à notre gouvernement et à notre pays. Je voudrais vous assurer ici de la totale disponibilité de l'ambassade à cultiver avec vous, dans la fraternité et la sincérité, les meilleures relations avec votre association. Dans vos domaines pointus d'expertise et armés chacun et chacune ici de votre riche capital exceptionnel d'expérience, dans ces prestigieuses institutions où l'admission est rigoureusement soumise aux seuls critères de l'excellence, votre voix reste autorisée. Et cette voix, à mon avis, peut et doit être non seulement entendue, mais écoutée, selon bien sûr des canaux qui respectent les règles de neutralité et de réserve qui caractérisent vos fonctions de serviteurs de la communauté internationale. L'ambassade vous tend une main fraternelle et je vous assure ici de notre disponibilité de tous les instants à cheminer avec vous pour reconstituer ici, loin de notre cher pays, un microcosme de cette belle famille sénégalaise ancrée dans ce qu'elle a de plus valeureux et de plus vertueux. Cela dit, je me réjouis du thème choisi et remercie Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et Monsieur le ministre chargé du suivi du PSE, ainsi que de la solidarité marquée par tous les ministres ici présents, de toute la délégation, pour leur disponibilité. Leur présence ici, si je pense aux lourdes contraintes du calendrier que nous vivons ces jours-ci, non seulement est une marque évidente de courtoisie et de considération pour les compatriotes et experts que vous êtes, mais démontre aussi à souhait que vos invités ont véritablement le sens du partage. Partage de l'information sur le PSE, initiative audacieuse du chef de l'État. C'est d'ailleurs cette posture, celle de l'appropriation nationale, qui a prévalu dès le lancement du plan, si l'on en juge les nombreuses consultations et concertations à l'échelle de tout le pays qui ont précédé donc la validation du PSE. Je ne vais pas dire un seul mot sur le PSE. En parler, c'est courir le risque de vous exposer à des élucubrations de la part d'un diplomate qui ne connaît pas tellement beaucoup de choses, la chose économique. Donc c'est le moment d'écouter nos illustres hôtes et intimes connaisseurs du PSE. Monsieur le Président, je vous retourne la parole. Merci à tous. Merci, Excellence ambassadeur. Monsieur le ministre, à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dois d'abord avouer que je suis surpris par cette mobilisation. J'étais aussi loin de m'imaginer qu'il y avait peut-être autant de compétences sénégalaises dans les institutions internationales. Et le fait aussi de vous voir unis, le fait de vous voir ensemble, réconforte. Je sais très bien que je rendrai compte à Monsieur le Président de la République, mais il va être très satisfait des Sénégalais, notamment des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Vous m'invitez aussi de parler, d'introduire un thème, peut-être que vous connaissez mieux que moi, parce que aussi je sais que parmi vous, il y a de brillants économistes, ou en tout cas, vous êtes au niveau des institutions internationales et vous pouvez peut-être mesurer et apprécier peut-être mieux que nous ce que c'est qu'une politique économique. Mais je pense, ce que vous voulez, c'est d'échanger avec nous. Ce que vous voulez, c'est de participer activement au développement du Sénégal. Et croyez-moi, nous en sommes très honorés. Les défis sont énormes, mais vu aujourd'hui votre mobilisation, nous sommes convaincus, en tout cas personnellement, je fais partie des Sénégalais qui pensent que l'émergence est à notre portée. Monsieur le Président, je commencerai par vous pour vous saluer à travers vous l'ensemble des membres de votre association, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre en charge du PSE ou du suivi du PSE, parce que je sais qu'on a un débat, lui et moi, et c'est un débat intéressant, mais c'est un débat très fraternel.
Madame le ministre conseiller du président de la République, Monsieur le ministre Mansour Faye, en charge de la solidarité, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on est réunis pour parler aujourd'hui d'un thème d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Aujourd'hui, quand même, vous me permettrez de rappeler que le Sénégal jouit au moins d'une chose, c'est d'un label démocratique désormais reconnu, avéré. C'est constant. Mais nous devons relever aussi des défis économiques. Vous avez suivi même il y a 2 jours le débat qu'il y avait au Sénégal sur le taux de croissance. Les uns parlent de 3,7, les autres parlent de 2,4, peu importe. Cela montre un peu la fragilité de notre économie. Peut-être il a fallu qu'un hivernage soit mal réparti au niveau national pour qu'aujourd'hui, qu'on discute ANSD et DPE sur le taux de croissance. Les uns parlent de 3,7, les autres parlent de 2,4. Avec 3,7, on ne va régler aucun problème. Avec 2,4, on régresse à la limite. Parce qu'on aura un taux de croissance qui est sensiblement égal au taux de l'évolution de la démographie. Pour un pays qui a peut-être 47% de pauvres au niveau des villes et 56% au niveau des régions. Vous voyez un peu le défi. Et aujourd'hui, nous avons identifié ces défis. C'est le défi de la productivité et de la compétitivité. C'est le premier défi que nous avons. Nous avons quand même une structure économique qui est très peu moderne, en tout cas, qui doit être renforcée. Le défi de l'emploi, population très jeune, donc, et le défi de la bonne gouvernance, et globalement le défi du développement humain durable. Je pense qu'aussi c'est un peu ces 4 défis que nous avons identifiés. Et le plan Sénégal émergent, que nous allons passer en revue, donc des experts du ministère de l'économie et des finances qui n'ont pas travaillé seuls sur le projet. Je pense qu'aussi cela est extrêmement important à préciser. L'idée première, c'était des Sénégalais, c'est des Sénégalais de la diaspora. Je vois Naye, je lui disais tout de suite, Naye, il faut venir présenter le PSE, parce que je sais qu'elle peut en dire beaucoup de choses. Donc des Sénégalais de la diaspora ont pensé qu'il faut peut-être faire bouger les choses. Donc, je dois dire qu'on a eu beaucoup de plans stratégiques. Hein, depuis les années 60 jusqu'à présent, on a développé pas mal de... Mais qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est qu'il s'agit d'abord d'une vision forte, portée par le président de la République. Je pense que s'il y a un défenseur du Sénégal, du plan Sénégal émergent, s'il y a un concepteur, c'est d'abord le président de la République. Élu, bien élu par les Sénégalais, qui se rend compte que les défis sont énormes, et que c'est des changements, c'est des ruptures qu'il faut y apporter. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est véritablement le père du plan Sénégal émergent. Parce qu'en se posant un certain nombre de questions, en voulant régler des problèmes qui, par moments, paraissent insolubles, arriver à la conclusion où il faut faire un diagnostic sans complaisance. Et cela est extrêmement important. Ce qui change aussi avec le PSE, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous avons connu beaucoup de plans, c'est un suivi rapproché et de façon transversale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une delivery unit logée côté du président de la République et un ministre qui s'occupe du suivi qui n'épargne personne. Qui, je suis sûr que dans les mois à venir, va être très impopulaire parce qu'au Sénégal, nous aimons tout sauf être mis devant nos responsabilités. Donc cela est extrêmement important et nous avons des séances de conseil des ministres, des séances très intéressantes où chacun essaie de justifier ses comptes performances par la faute de l'autre. Et je pense qu'avec une delivery unit logée au niveau de la présidence, ça va changer. Donc peut-être chacun d'entre nous pourrait être mis devant ses responsabilités. Ce qui change aussi avec le PSE, c'est le consentement à cette émergence des acteurs socio-économiques. Je pense qu'initialement, ça a été une idée, il faut l'avouer, rejetée, parce que non comprise. Après, on en a beaucoup parlé. Je pense que rarement, en tout cas, je dois avouer peut-être avoir une expérience de près de 20 ans tournant un peu autour des questions économiques, mais rarement on a vu un débat susciter autant d'engouement. Point de vue pour ou contre, peu importe. Mais le débat économique, il est là. Et le débat économique a
supplanter un moment le débat politique. Or, ce qui caractérise notre pays, c'est plutôt le débat, la prééminence du débat politique. Mais au moins, disons, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, on a vu vraiment que le débat économique était revenu et nous avons senti ce désir fort des Sénégalais dans leur grande majorité d'aller vers autre chose, en tout cas de qualitativement meilleur. Et c'est en cela que le président de la République a été visionnaire. Parce que s'il avait écouté les uns et les autres, y compris peut-être le ministre de l'économie et des finances au départ, on aurait classé le PSE. Parce qu'on allait vers un groupe consultatif et on a pris un risque énorme. C'est d'aller au groupe consultatif avec une nouvelle politique. Or, avec le document que nous avions, la SNDS, le financement était garanti. Or, avec le PSE, il fallait convaincre l'ensemble de la communauté internationale, ce qui n'était pas évident dans un horizon temporel de 3 ou 4 mois. Donc c'était très risqué et nous étions tous d'avis que peut-être le président de la République devrait laisser tomber le plan Sénégal émergent, que l'on passe le groupe consultatif, qu'on mobilise des ressources aux conditions ex-ante et qu'après peut-être qu'on parle d'émergence. L'émergence n'aurait jamais vu le jour parce qu'on serait dans une logique d'engagement de 2014 à 2018. Donc impossible de changer les choses. Mais le président de la République y a cru. Et j'avoue, au début, il était pratiquement seul. Puis un groupe s'est formé autour de lui, des Sénégalais de la diaspora, des hauts fonctionnaires, puis le secteur privé, la société civile. Et je pense qu'aujourd'hui, globalement, l'idée est acceptée, on peut le dire, par la grande majorité des Sénégalais, mais surtout, on a eu l'onction aussi de la communauté internationale, et cela me semble être important. Et le fait aujourd'hui, vous-même, en tant que Sénégalais de la diaspora, de s'intéresser à cette problématique, montre un peu l'intérêt que le sujet est relevé. Alors, je disais tout à l'heure que l'élaboration du PSE est partie d'un diagnostic sans complaisance. Je pense que c'était la chose la plus difficile. C'est que l'on admette qu'on a mal fait et à la limite que l'on puisse même mettre un visage sur celui qui a mal fait. Je pense que c'est extrêmement important dans nos pays parce que souvent on a tendance à... On a toujours des responsabilités, on souhaite, mais on souhaite toujours dire au terme de nos responsabilités on a bien fait, même si après on se rend compte que le pays n'a pas bien évolué, peu importe, mais chacun d'entre nous fait de l'autoglorification. J'ai été ministre de ceci ou directeur de ceci, j'ai bien fait, j'ai fait ceci, mais bon, les populations sont là, leur vécu quotidien n'ayant pas fondamentalement changé. Mais le fait d'avoir fait un diagnostic nous a permis de discuter avec tout le monde, y compris le secteur privé, pendant une année entière, où vraiment le chef de l'État a présidé toutes les réunions et mensuellement. Je pense qu'on n'a pas sauté un seul mois, n'est-ce pas, Naïe? Et ça prenait 3 heures, 4 heures, avec des débats où, par moment, on avait le sentiment que le président de la République enlevait sa casquette de président de la République pour parler en tant que Sénégalais, tout court, en disant voilà ce que je ressens, parce que si c'est un Sénégalais qui a eu la chance de traverser pas mal de choses, d'avoir vu le pays pendant 3 ans quand même, bon, et aujourd'hui jusqu'à présent, le président connaît le pays dans les détails, hein. En Conseil des ministres, c'est peut-être ce qui est frappant, en tout cas. Je fais partie des Sénégalais qui osent quand même dire qu'ils connaissent le Sénégal mieux que nous. Parce qu'en conseil, il arrive qu'ils disent, mais écoutez, le pont qu'il y a entre tel village et tel village, est-ce que ce pont a été... Il est un peu à ce niveau de détail, à ce niveau de connaissance un peu de la situation du pays. Ce qui fait qu'il a porté le projet. Un comité ad hoc, donc on a fait appel à un cabinet qui a fait un diagnostic que certains n'ont pas partagé, peu importe, l'unanimité n'est pas de ce monde. Mais après, ce travail a été repris par des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances, de la présidence, de la primature, du plan. On a quand même eu une démarche inclusive, donc de discuter un peu avec les ONG. Nous-mêmes, nous avons pris le risque d'aller à l'OCDE, de leur donner le document, leur disant, dites-nous ce que vous pensez. Bon, on est en train de préparer un processus de revue par les pairs. Donc je pense que cela est extrêmement important. Et ça a été un peu le premier signe de l'appropriation du PSE qui doit maintenant être vulgarisé. Je pense que je disais au ministre Mohamed Dionne, nous avons vu un peu la décélération qu'il y a eu depuis le groupe consultatif, en tout cas au moins en termes de communication, en termes d'appropriation.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du PSE, alors qu'on est dans la phase opérationnelle. Donc, il faut, aujourd'hui, je pense, renforcer la mobilisation à ce niveau-là, et on est en train de bien coordonner pour pouvoir un peu gérer cette période. Alors, le PSE est adossé à une vision qui se projette dans un horizon de 20 ans. Ça aussi, je pense que c'est du réalisme économique, mais aussi c'est de la générosité. Parce que la compréhension que nous avons de la démocratie, c'est que dans nos pays, nos chefs ont tendance à toujours considérer l'espace économique, ou en tout cas la vision économique. Ils essaient quand même d'en faire une vision qui est un peu limitée, disons, à leur mandat. Je pense qu'aussi en Afrique, on a peut-être cette déformation, et chaque fois qu'il y a peut-être changement de régime, on reprend à zéro. Or, l'économie, ce n'est pas à vous que je le dis, l'économie, en tout cas le développement économique se construit dans la durée. Et pour ce faire, il faut un consensus très fort. Aux États-Unis, il y a des choses que les démocrates ne remettraient jamais en question, ou les républicains. Ça, c'est des consensus très forts. Je pense que ça manque à notre pays. Et je crois que vous devez jouer un rôle à ce niveau-là. Je pense que c'est extrêmement important demain que les acteurs politiques, en tout cas, je souhaite que le président réussisse brillamment en 2017, mais en tout cas, au-delà de 2022, ce sera d'autres personnes, peut-être la même équipe, mais d'autres personnes. Mais que cette vision-là reste, que ça soit quelque chose que les Sénégalais vont continuer. Je pense que cela est extrêmement important, et je puis dire quand même que le président est dans cette logique. Et donc, une vision de 20 ans, donc on sort un peu du court terme, avec une stratégie décennale, fixe le cap et qui détermine des orientations ainsi que les objectifs à atteindre pour inscrire le Sénégal sur la trajectoire de l'émergence. Je pense que et ces orientations stratégiques qui guideront les initiatives à prendre pour traduire un peu cette vision en action et résultats tangibles pour le bénéfice des populations qui s'appuient sur 3 axes. Donc j'ai déjà rappelé les 3 axes, mais je vais les rappeler, c'est susciter la transformation de l'économie dans le sens de soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive. Donc c'est ça, c'est un aspect extrêmement important. C'est d'élargir l'accès aux services sociaux de base et préserver les conditions d'un développement durable. Il ne sert à rien de faire une croissance forte si demain on se retrouve avec la moitié de la population dehors et que finalement, il faut toujours reprendre. Je pense que les exemples, on peut les démultiplier aujourd'hui à travers le monde. Enfin, répondre aux exigences de bonne gouvernance. Et je pense que c'est l'axe par lequel le président de la République a commencé. Je pense que durant l'année 2011, nous étions tous témoins en tout cas de beaucoup d'événements, de beaucoup de décisions qui ont quand même impacté négativement le pays en matière de gouvernance. Je pense que les 2 premières années du président Macky Sall, c'est en matière de bonne gouvernance de revenir un peu aux fondamentaux. Je pense que là, c'est à travers des initiatives fortes, que ce soit la lutte contre la répression de l'enrichissement illicite, ou en tout cas tous ces mécanismes qui doivent permettre de lutter contre la corruption et autres. Au-delà de ce qu'on en dit aujourd'hui en termes de sanctions, c'est de mettre un peu en place les bases d'une gouvernance vertueuse sans laquelle, point de développement. Je pense qu'on a beau attirer des investisseurs, si aujourd'hui, en termes de climat des affaires, quand on parle de climat des affaires, souvent on a tendance à penser impôts, douanes ou autres facilités, c'est pas ça. Le climat des affaires, c'est d'abord la justice, d'avoir une sécurité juridique pour l'investisseur. Et là, nous pensons aujourd'hui, en tout cas, que le Sénégal est mûr après certaines décisions, et nous attendons, avec la mise en place du PSE qui va être développé tout à l'heure, un objectif de croissance, création d'emplois et réduction de la pauvreté. Ça, et là, nous mettrons au moins sur place les fondements de l'émergence. Et ces mesures concernent principalement l'énergie. C'est un handicap, vous le savez, nous avons un gros problème en matière d'énergie. Outre le coût, nous avons un problème de gouvernance dans l'énergie. Je pense que nous sommes en train d'avancer sur ce dossier. Éventuellement, on pourra en discuter. Les infrastructures, l'accès au financement. Aujourd'hui, le financement coûte très cher dans notre pays. Et pour ce faire, nous avons mis en place, un plan d'action prioritaire sur lequel aussi on va revenir tout à l'heure,
qui opérationnalise le PSE sur 2014-2018 et qui est estimé à 9 685 milliards. Donc, soit 14 milliards d'euros, 14 milliards 700, dont 1853 milliards de ressources additionnelles, le reste est 1111 milliards de ressources venant du privé. Mais aujourd'hui, en tout cas, toutes ces ressources, potentiellement, on peut les mobiliser. On a l'accord de la communauté internationale. Maintenant, tout dépendra des mesures de réforme. Aujourd'hui, on va être jugé. En tout cas, je pense au ministère de l'économie et des finances, le monitoring, c'est notre capacité à mobiliser toutes ces ressources. Mais maintenant, l'autre difficulté, c'est que ces ressources ne pourraient pas être mobilisées sans que les réformes et les engagements que nous avons pris soient totalement respectés. Finalement, on est un peu dans la quadrature de cercle. Et c'est là où nous saluons en tout cas l'élection de ministre en charge du suivi. Ça permet toujours d'avoir un débat très transparent parce que dans nos pays, le ministère de l'économie et des finances est souvent perçu comme un ministère du budget. Et plus la situation économique se dégrade, d'une situation de ministère des Finances, on passe au budget, et d'une situation de ministre du budget, on pense à ministre des recettes et des dépenses. Et tant qu'on est dans les recettes et dépenses, c'est-à-dire la gestion de tous les jours, on fonctionne comme, excusez-moi le terme, un taximan. Hein? C'est-à-dire qu'on va faire des courses, bon, on ne sait pas, c'est laissé au hasard. On a de l'argent aujourd'hui, bon, écoute, on s'occupe de la famille, on n'a pas d'argent, et puis on dit à madame ou à l'épouse, ça dépend, débrouillez-vous, je reviens. Et justement, on est un peu dans cette situation. Donc, moi-même, j'échange beaucoup avec les ministres, mais quand ils viennent de voir, c'est oui, j'ai un bon qui n'a pas été payé, j'ai ceci, j'ai engagé tel type de marché, on n'a pas encore payé. On est dans la gestion, dans la quotidienneté. Et ça, ça ne peut pas aller avec la mise en œuvre de stratégies de réforme. Parce que quand vous êtes dans l'urgence, les réformes passent après. Parce que vous négociez en position de faiblesse avec tous les acteurs. Et à Paris, en tout cas, on a eu des engagements pour 3 729 milliards, soit le double du montant recherché. C'est-à-dire que la communauté internationale fait confiance au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce que le Sénégal doit faire? Je pense que c'est une question sur laquelle les collègues reviendront tout à l'heure. Je pense que nous allons faire des investissements publics assez important, mais il se pose dans notre pays l'efficacité des investissements publics, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux ressources, globalement, nous investissons beaucoup, mais comparativement aux autres pays de la sous-région, nous sommes très peu efficaces, ça nous le reconnaissons, et nous sommes en train de travailler, en tout cas dans le budget, pour identifier les niches qui peuvent être des niches de dépenses, en tout cas, ou inutiles, ou en tout cas inefficaces. Revenir là-dessus, il y a l'amélioration des recettes, mais je pense que ce n'est pas uniquement ça. Il faut aussi travailler sur le partenariat public-privé. Je pense que cela est extrêmement important. C'est des choses sur lesquelles nous reviendrons. Mais surtout, il faut revoir l'environnement des affaires et attirer le maximum d'investisseurs. Il ne faut pas être à 6 heures ou 7 heures des États-Unis, 5 heures de l'Europe, bon, et être aussi désavantagés et que voir aussi d'autres pays plus enclavés que nous réussir à sortir un peu. Bon, je pense qu'il y a quand même un problème qui est là. Et là, vous, vos suggestions et votre expérience, parce que vous avez quand même beaucoup d'entre vous la chance de travailler dans d'autres pays, de voir des modèles qui ont réussi ou bien même des modèles qui ont échoué. Je pense qu'il est bon qu'on puisse échanger sur tous ces modèles, voir un peu ce qu'il faut faire au Sénégal, mais aussi ce qu'il faut éviter de faire au Sénégal. En tout cas, le PSE requiert un appui significatif de nos partenaires, mais surtout l'érection de principes de bonne gouvernance au niveau national. Cela nous permettra d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, mais le PSE nécessite aussi l'engagement de tous les Sénégalais, et je termine sur ça. Donc, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'il faut envisager de participer de manière beaucoup plus active à la vie économique de notre pays, en termes de conseils, en termes de suggestions, mais aussi en termes de participation effective. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas fermés. Ce n'est plus le pays des hauts fonctionnaires sortis de l'ENA qui verrouillent tout, non. Je pense qu'il y a une volonté de rupture aussi de M. le Président de la République.
le Sénégal est ouvert et a toutes les compétences. Je pense que tous les enfants du pays, même de la diaspora, de l'extérieur, bon, j'ai vraiment pas de problème, disais au ministre du PSE en tant que ministre de l'économie et des finances, si je pense que sur un dossier bien précis, un Japonais ou un Chinois peut nous permettre d'aller très vite, je n'hésiterai pas à le mettre à mes côtés pour réussir. Et je pense que le président est encore beaucoup plus déterminé que nous sur ce point. Donc, c'est vous dire que les portes sont ouvertes, les conseils, les suggestions, mais aussi la participation effective. Et je m'en arrête là. J'ai été un peu long. C'est un sujet que nous abordons avec beaucoup de passion. Mais je pense que vous êtes là pour nous écouter. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, nous-mêmes et les autres ministres, nous sommes là peut-être aussi pour apprendre de vous. Parce que votre expérience nous est fort utile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Le décor est tout planté. Je pense que ce cadrage-là certainement introduit bien le débat. Et sans plus tarder, je vais demander à mon ami Mohamed de venir également dire quelques mots. Merci. Monsieur le Président, cher ami Ibrahima, chers collègues et mesdames, messieurs, chers amis. Je disais dans la voiture au ministre de l'économie et des finances que je risque de décevoir mon ami Ibrahima Sow pour deux raisons. La première, c'est que après son brillant exposé, il n'y aura plus de place pour parler du PSE. Et deuxièmement, le jet lag commence à produire ses effets pour le CRR et rural que je suis. Alors, un témoignage, parce que souvent on le dit, vision portée par le président. Moi je dis c'est la vision du président. Et c'est un témoignage que je ferai ici. Pour avoir eu l'honneur et le privilège d'être son directeur de cabinet pendant 4 ans. 3 ans à la primature et 1 an à l'Assemblée nationale. Déjà en 2004, dans le discours de politique générale du président de la République, alors en ce moment Premier ministre, les 3 fondements, les 3 piliers qui sont les fondements du PSE et de sa vision étaient déjà là-dedans. L'émergence, structural change, c'était clairement défini comme une des priorités sur lesquelles il allait travailler, le Sénégal émergent. Deuxième axe fort de sa pensée, l'inclusivité de la croissance, la solidarité. Troisième axe, l'état de droit, le respect des institutions. Et ça, je pense que tous les Sénégalais peuvent témoigner sur cela, le respect des institutions, la gouvernance. Donc, il s'agit réellement d'une vision que lui-même, au-delà du portage, une vision qui se fond même avec sa personnalité. Et ça, c'est le témoignage que je voulais faire ici pour dire que, au-delà des apports importants qu'il y a eu dans la formalisation de cette vision, je pense au cadre de l'administration, à la diaspora, dont a parlé mon ami le ministre Amadou Ba. Au-delà de ça, dans le backbone, il y avait déjà sa volonté, sa vision à lui quand on parle de vision, c'est le futur partagé sur lequel il a appelé les Sénégalais. Ça, c'était le témoignage. Maintenant, la delivery unit. Parce que je le dis souvent, on rigole. Il me dit, ben, le PSE, je dis non, le PSE, c'est toi. Moi, j'assure le suivi du PSE. Il n'y a pas un ministre du PSE. Ça n'existe pas. Qui va faire les routes? C'est le ministre des routes. Qui va faire l'énergie? Le ministre de l'énergie. Tous les projets qu'il y a, les réformes qu'il y a, seront portés par le gouvernement du Sénégal. Mais un professeur, brillant professeur d'université agrégé en économique, en sciences économiques, me disait il y a 10 jours, quand le politique réfléchit à long terme, il meurt à court terme. J'ai dit, ben, nous allons essayer de ne pas mourir à court terme. Et c'est pourquoi le président a créé la Delivery Unit. On ne veut pas de vœux pieux. Le PSE, ce n'est pas un vœu pieux. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est une vision qui
dont la cible, le target, c'est 2035. Mais opérationnaliser sur 20 ans, c'est presque impossible dans un climat global. Aujourd'hui, la globalisation fait que les règles bougent, l'OMC et d'autres. Donc, l'équipe qui avait en charge, et quand on voit toute l'équipe du ministère des Finances, qui sont des top managers en économie, ils ont mis ça sur 10 ans. Parce qu'on peut encore prévoir sur 10 ans. Et sur ces 10 ans, ils ont sorti 17 réformes. Moi, je dis les réformes d'abord, qui doivent permettre de mettre en œuvre 27 projets. Dans un cadrage, dans le respect d'un cadre global, macroéconomique, et les contraintes également budgétaires et dans le cadre des partenariats que nous avons signés avec vos institutions, dans lesquelles vous travaillez. Donc c'est un cadre cohérent, ce n'est pas des vœux pieux. Et moi, mon job, c'est de m'assurer que ces réformes soient réellement implémentées sur le terrain. Mon job, c'est aussi de veiller avec, bien sûr, parce que pour que je travaille, il faut qu'ils mobilisent les ressources et qu'ils les mettent à disposition à bonne date. Mais une fois que ça c'est fait, avec les autres collègues, je serai un gendarme mais visible sur la route pour dire attention, ici ça devient orange, ici ça devient rouge et ici c'est vert, c'est bon. Alors, s'il y a beaucoup de rouge, ça veut dire que j'ai échoué. Parce que mon job aussi, c'est de faire qu'il n'y ait pas de rouge. Donc, il y a une phase coaching et juste avant que nous venions, le ministre de l'économie et des finances, dans son bureau, m'a dit le Fonds Sénégal émergent qui permet d'être le fonds d'études et d'assistance technique pour appuyer les ministères sectoriels dans la mise en œuvre des réformes et les études techniques liées au projet. Il m'a dit, de combien tu as besoin? J'ai donné un chiffre, il dit non, je donne le double. Il a mis 1 milliard à ma disposition pour que, sur les 40 milliards de target, mais on ne va pas les mobiliser tout de suite pour que ça dorme, pour appuyer sur un projet donné. Si on dit le tramway est prioritaire, ok, mais aujourd'hui c'est un pré-projet. C'est encore dans le stade de réflexion. Est-ce qu'il est bancable? Est-ce que d'abord il y a des études qui sont faites? Études de faisabilité, environnement, études d'impact environnemental, quelle énergie, où est-ce que ça va passer, etc. Donc il y a encore ce travail de formalisation à finir et là-dessus c'est bien sûr le sectoriel qui le fait. Mais il a besoin peut-être d'un legal advisor parce que c'est un PPP. On lui trouve quelqu'un top extérieur 3 mois parce que peut-être sur place on n'a pas les compétences s'il le souhaite. S'il en a, tant mieux, il ne va pas demander. Donc ce que la DCF faisait, mon ami Ba est là, il a un fonds d'études. Là-dedans, il y a des fonds que le ministre a dit, ça, il marque pour Mohamed. Donc, si, à la demande qu'on cogère, à la demande, on peut assister les ministres sectoriels pour que les choses arrivent sur le terrain. Ça, c'est un des aspects et on le formalise pour qu'il n'y ait pas de rouge, de feu rouge. Donc, on va s'arranger pour qu'avec les sectoriels, pour les projets phares, alors sur les 27, il ne faut pas se faire d'illusions parce que chaque c'est des méta-projets. En réalité, ça couvre 130 projets au finish. Là-dessus, on ne va pas tout monitorer, démarrer en même temps. Donc, phase 1, on a ciblé 10 projets et 5 réformes phares. Et là-dessus, nous allons travailler avec les collègues, avec le ministère des Finances pour définir c'est du RBM classique que vous connaissez, des work plans pour voir, voilà le programme de travail sur lequel, avec les produits et les budgets y afférents, voilà ce que nous allons signer comme contrat de performance. Et une fois que c'est signé, avec l'équipe qu'il y aura avec moi, on est en train de monter cela, nous allons nous assurer que les livrables qui étaient prévus sortent on time, on budget. Parce qu'il n'est pas question qu'on vous dise, vous allez faire une route à 10 milliards, vous le sortez à 55 milliards. Donc, on regarde ce genre d'aspect. Voilà pour mon job. Si le job continue dans 5 ans, on a échoué également. Donc, les delivery units, il faut bien voir que c'est également pour faire du coaching et s'arranger pour que tout soit vert, qu'il y ait une culture de gestion
sur les résultats à tous les niveaux. Elle est déjà là, mais il faut que nous poussions davantage et peut-être sur les 10 ans du PSE, au bout de 5 ans, je dirais, Monsieur le ministre, je peux retourner peut-être à Vienne, là où j'étais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Non, mais on ne peut pas te faire venir de Vienne pour que tu retournes à Vienne. Je pense qu'il faudra rester. Alors, je voudrais inviter M. Ndiaye et M. Ba. Ce sont les experts qui accompagnent les ministres, qui vont faire une présentation un peu plus détaillée. Et à la suite de cela, nous allons pouvoir donc interagir, faire les commentaires et poser des questions. Oui. Je demandais l'autorisation de me libérer. J'ai eu une autre réunion avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Il démarre à 14h. Mais le ministre du PSE est là. Non, du suivi du PSE. Pas de problème, monsieur le ministre. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Les vos gars sont là. Voilà. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Ouais. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Oui. Ok. jox ko bis moo gën waaw. Ok. Bonsoir à tous. Nous allons essayer de rentrer plus en détail dans le plan Sénégal émergent, mais sans pour autant être trop bavard. Je pense qu'en 15 minutes, on devrait pouvoir faire une présentation très rapide du plan Sénégal émergent et rester sur les discussions. Alors, le plan comporte ici plus ou moins 5 parties, mais évidemment, c'est 5 parties sur lesquelles nous passons très rapidement. D'abord, un bref aperçu sur les diagnostics, les orientations stratégiques, les réformes clés, les impacts macro et le plan d'action prioritaire. En ce qui concerne les diagnostics d'abord, je crois que ce qui est important dans un premier temps, c'est de regarder un peu le profil démographique du Sénégal, un pays qui a aujourd'hui une population estimée à 12 800 000, un taux de croissance intercensitaire de l'ordre de 2,5%, une population très jeune, plus de 40% en moins de 15 ans, et un taux de chômage autour de 10%, mais évidemment, ça cache toujours des disparités parce que ce qui est important au Sénégal, c'est le taux de sous-emploi qui est extrêmement élevé. Et tout ceci, évidemment, ce type de profil démographique se traduit par une forte demande, aussi bien en services sociaux de base, accès à l'éducation, à la santé, etc., mais aussi accès à des emplois pour la jeunesse, surtout la jeunesse qui vient de finir ses études. Du point de vue de la croissance, là aussi, je ne vais pas trop m'attarder. Je crois que ce qu'on a connu au Sénégal, c'est une croissance très faible. Depuis, sur les 50 ans, on a une croissance presque qui est au même niveau que la population, ce qui se traduit manifestement par une stagnation, plus ou moins, du revenu par tête sur longue période. Alors, le ministre l'a dit tout à l'heure, une autre chose très importante au Sénégal, c'est de voir qu'en termes de croissance, par rapport en tout cas aux autres pays de la sous-région, nous sommes encore très bas. Alors que quand on compare les investissements, nous sommes un des pays qui investit le plus. Donc cela pose un vrai problème d'efficacité de l'investissement, mais aussi de rentabilité de nos investissements. Donc l'efficacité de la dépense publique est une question extrêmement importante. Quand on regarde les déficits budgétaires et les déficits du compte courant, je crois que quand les gars du fonds regardent ça, ils sont un peu choqués peut-être par les évolutions fortement baissières, aussi bien du budget que du compte courant. Les budgétaires, depuis 2004, depuis 2005-6, effectivement, on a connu une aggravation du déficit budgétaire, ce qui dénote évidemment de fortes problèmes en matière de marge de manœuvre budgétaire. Le déficit du compte courant, habituellement, il est structurellement très déficitaire. Évidemment, je pense que cela aussi est lié au comportement des Sénégalais en matière de consommation, etc. Et pourtant, ce tableau qui n'est pas du tout rose, il n'est certainement pas rose, mais le Sénégal regorge quand même d'atouts assez importants qu'on pourrait mettre à profit. Les atouts, c'est la stabilité politique,
c'est un fort potentiel dans le domaine agricole, dans le domaine minier et dans le domaine touristique. C'est aussi une bonne position géographique et cadre de vie qui sème toujours une confusion. Ici, ce cadre de vie, c'est en termes de sécurité par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Mais évidemment, pour tirer profit de ces atouts, il faut lever certains handicaps, comme l'accès au financement, comme les infrastructures, le déficit infrastructurel, comme la question de l'énergie qui est extrêmement importante, mais aussi comme le marché du travail. Alors, donc en partant de ce diagnostic qui n'est pas très réjouissant, effectivement, il était tout à fait important d'opérer les ruptures qui sont nécessaires pour accélérer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations. Et cette aspiration à un mieux-être est déclinée dans une vision qui est celle d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Je crois qu'il y a 3 éléments fondamentaux: émergence, croissance, solidarité et un état de droit. Et donc, en partant de cette vision, effectivement, on décline en 3 axes stratégiques qui sont importants, qui ont été cités déjà par le ministre. Le premier axe, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Le second axe, c'est le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et le troisième et dernier axe, c'est les questions de gouvernance, de renforcement des institutions, de paix et de sécurité. Mais pour faire une croissance, il y a des fondements de l'émergence qu'il faut impérativement résoudre dans un premier temps. Il s'agit de la question encore de l'énergie, de l'environnement des affaires, des infrastructures, du capital humain, de la diffusion des nouvelles technologies, mais aussi de l'accès au financement. Si on rentre axe par axe, dans l'axe 1, la transformation structurelle de l'économie et la croissance, le ministre John l'avait dit tout à l'heure, c'est organisé autour de 27 projets phares. Et ici, en termes de moteurs, on a 2 catégories de moteurs parce qu'on cherche à apporter des réponses au diagnostic qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, il y a d'abord les moteurs d'inclusion sociale parce qu'il faut créer des emplois pour la jeunesse, il faut faire de la croissance, mais bâtir cette croissance sur des éléments inclusifs. C'est pourquoi il y a 3 sous-secteurs qui sont visés à ce niveau-là. C'est l'agriculture et l'agroalimentaire, à savoir tout ce qui est ferme agricole, corridor céréalier, etc. Il y a l'habitat social. Évidemment, quand l'habitat marche, on a l'habitude de dire que tout marche, bon, sous réserve de certaines choses. Mais en tout cas, c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens au moment de construire des logements, etc. Donc, cet objectif de faire 10 000 à 15 000 logements par an devrait effectivement être quelque chose de tout à fait porteur de croissance. Et le troisième, c'est l'économie solidaire. Au Sénégal, le secteur informel est très important. Il fait presque 50% du PIB et près de 90% des emplois. Donc, c'est un secteur qu'on ne peut pas ignorer. Si on veut faire de la croissance, et surtout de la croissance inclusive, on ne peut pas ignorer le secteur. C'est pourquoi il joue un rôle extrêmement important en matière de zones d'artisanat dédiées, de microtourisme, etc. Et à côté de ces moteurs d'inclusion sociale, il y a les autres moteurs d'exportation et d'IDE. Si vous avez vu, on avait dit tout à l'heure que le compte courant était structurellement déficitaire. Donc, en renforçant nos exportations par l'exploitation de notre potentiel minier, ou en tout cas par les services, on pourrait inverser un peu la tendance et arriver à avoir un compte courant, en tout cas moins déficitaire ou qui tendrait véritablement vers des excédents peut-être à moyen et long terme. Donc là, pour les moteurs d'exportation et d'IDE, il y a l'exploitation des ressources minières, le phosphate, l'or, le fer, le zircon, etc. Parce qu'on a quand même quelques ressources minières. Mais il y a un autre aspect important, c'est les services. Au Sénégal, quand vous regardez la structure du PIB, c'est tiré essentiellement par les services. Et quand on disait tout à l'heure qu'on a un atout en matière de position géographique, il faut tirer profit peut-être de cela. On avait un atout en termes de sécurité, de cadre de vie, il faut tirer également profit de cela. Donc c'est pourquoi on vise à développer un vrai centre international d'affaires au Sénégal, Dakar. Mais pour avoir un centre international d'affaires où on va attirer peut-être tous les sièges des organisations internationales, mais aussi des grandes entreprises qui pourront être intéressées par la sous-région, qui est très dynamique avec tout le potentiel minier qu'il y a au Mali, qu'il y a en Guinée, etc. Mais pour cela, il faut l'accompagner avec aussi la disponibilité de services importants en matière d'éducation, mais aussi en matière de santé. C'est pourquoi on vise également de faire de Dakar un vrai campus régional, mais aussi faire de Dakar un vrai Dakar Medical City où des cliniques vont venir s'implanter avec un relèvement très sérieux du plateau médical. Exploiter également le potentiel touristique, les zones touristiques. Je crois que pour l'instant, on a ciblé trois pôles avec Mbodiène, Joal-Fignon et Pointe-Sarène. Voilà. Enfin, il y a le hub logistique industriel. Je crois que actuellement toute la discussion au niveau même de l'Afrique, c'est de dire qu'on fait certes des croissances aujourd'hui de
4-5% par an, mais sans pour autant que la pauvreté soit réduite, parce que tout simplement, on n'a pas souvent une croissance vraiment inclusive, et je crois que le passage par l'industrie est extrêmement important. Donc, les plateformes industrielles intégrées qu'on devrait mettre en place pour pouvoir favoriser l'attraction des industries est quelque chose de fondamental. Le chemin de fer Dakar-Bamako, si vous regardez notre sous-région, nous sommes peut-être les pays aujourd'hui enclavés, parce qu'on a la chance d'appartenir à une sous-région qui fait 80 millions d'habitants, ou même si on l'étend à la CEDEAO, 300 millions d'habitants, il y a un vrai marché, il y a quand même quelque chose à prendre, mais pour y avoir accès, il faut qu'on ait un bon chemin de fer qui nous mène sur Bamako pour pouvoir atteindre les autres régions. Moderniser également le port autonome de Dakar, ça aussi c'est un objectif pour tirer profit de notre position géographique. Alors ici, il y avait les 27 projets phares. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est un peu ce que je commentais tout à l'heure. Alors, une fois qu'on aura donc dopé la croissance, les ressources, les retombées de cette croissance permettront effectivement de renforcer l'offre d'infrastructures et de services sociaux de base, d'assurer la protection sociale et l'autonomisation des groupes vulnérables, mais aussi d'accélérer l'atteinte des OMD. Donc ça, c'est le volet social, parce qu'effectivement, on ne fait pas de la croissance pour faire de la croissance. L'objectif, c'est d'arriver à améliorer très sensiblement les conditions de vie de nos populations. Et ça, tout ceci ne peut pas se faire également si on n'a pas un environnement de paix, un environnement avec des institutions fortes, un environnement avec une très bonne gouvernance. Et ça, donc, c'est le pilier 3. Alors, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, il a commencé par les réformes, parce que je crois que c'est les réformes qui sont même plus importantes, parce que sans elles, les projets phares dont on a parlé ne peuvent pas réussir. Alors, les réformes, on va ici viser deux aspects. Il y a d'abord la restauration des marges de manœuvre budgétaires, parce que l'État a un rôle fondamental à jouer dedans. Aujourd'hui, les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas aussi fortes que cela. Il faut restaurer, et pour cela, on vise sur 3 piliers. Renforcer d'abord la mobilisation des ressources, avec la simplification du code, l'élargissement de la base taxable, etc. Améliorer la gestion de la trésorerie et rationaliser les dépenses publiques. Voilà peut-être les 3 éléments qui nous permettront, en tout cas, d'améliorer très sensiblement nos marges de manœuvre budgétaires. Les 17 réformes dont parlait tout à l'heure Monsieur le ministre, effectivement, touchent plus ou moins ces 5 aspects. L'environnement des affaires, il y a la question du foncier, la mise en place de zones économiques spéciales pour attirer davantage d'industrie, la question des procédures administratives. Il faut vraiment accélérer tout et surtout aller vers des procédures avec 0 papier. Ça, c'est l'objectif majeur et je crois qu'il y a des bons assez importants qui sont faits. Tout ceci permettrait peut-être d'améliorer très sensiblement notre notation dans le doing business. Ensuite, il y a la question de l'énergie. L'objectif, c'est rendre l'énergie disponible en quantité, en qualité, mais aussi à moindre coût. Ça, c'est très important pour la compétitivité de nos entreprises. Les réformes touchent aussi la question des télécoms et des IT, la diffusion des technologies de l'information et de la communication. Elles touchent aussi le financement de l'économie, à savoir l'accès des entreprises, surtout l'accès des PME au financement, mais aussi la bancarisation des petits revenus. Et enfin, la question du capital humain, l'alignement, la formation et les formations professionnelles. Donc les 17 réformes sont basées effectivement à ce niveau-là. Alors, en termes d'impact macroéconomique, si toutefois toutes les réformes sont mises en œuvre, les projets sont bien déroulés, on espère qu'on passerait d'une croissance aujourd'hui de 3 à 4% par an à une moyenne de 7,1% sur une durée, en tout cas sur la durée des 5 années à venir, entre 2014 et 2018. Timidement d'abord en 2014, avec une légère accélération d'ici 2018. Et donc, cela repose évidemment sur... aujourd'hui, nous avons une croissance qui est portée par 2 secteurs essentiellement, les télécoms et les services financiers. Et sur les années à venir, on voudrait développer 4 nouveaux moteurs qui sont assis sur l'agriculture et l'agroalimentaire, l'habitat, les mines et le tourisme, comme on l'avait montré tout à l'heure dans les axes stratégiques. Et pour les marges de manœuvre budgétaires, donc poursuivre la réduction du déficit public, en l'amenant à moins de 4% à l'horizon 2018. Je vous rappelle qu'on est parti de 6,7% du PIB en 2011 et la tendance, c'est donc l'idée, c'est de poursuivre ce ralentissement, enfin cette baisse du déficit public jusqu'à 4% à l'horizon 2018. Et enfin, pour le déficit structurel du compte courant, améliorer les exportations, réduire sensiblement les importations par le développement de l'agriculture, surtout la production de riz, où on a un potentiel réel et où on peut très sensiblement réduire les importations de riz. Voilà pour la première partie de la présentation. Mon collègue va peut-être rapidement rentrer sur le plan d'action prioritaire. Je vous remercie. Voilà.
Bonjour tout le monde. Bon, je m'appelle Mamadou Moustapha Ba, je suis le directeur de la coopération économique et financière. En fait, je vais vous exposer un peu le plan d'action prioritaire qu'on a élaboré. C'est un plan d'action prioritaire qu'on a élaboré en suivant un peu une démarche participative. Je pense que le ministre de l'économie et des finances a eu à l'indiquer tout à l'heure. J'avoue que je ne suis pas trop manipulateur de ces outils. Donc je préfère les afficher directement. Je préfère les afficher directement. En réalité, voilà, en réalité, c'est comme on l'a dit, on a quand même, en élaborant le plan d'action prioritaire, rencontré l'ensemble des acteurs de la vie économique nationale. Je pense que c'est très important, le ministre en a parlé tout à l'heure. On a rencontré toutes les institutions, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et environnemental, les collectivités locales, la société civile, le secteur privé, les syndicats, les partenaires techniques et financiers, bref. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'ensemble des acteurs de la vie économique nationale ont été rencontrés. Et par la suite, on a élaboré une matrice des actions prioritaires. On en avait à peu près, véritablement, 451, à peu près. Et il nous fallait faire au moins une priorisation. Je pense que déjà on nous reprochait le fait qu'on n'ait pas de priorité, parce que déjà dans notre programme triennal d'investissement public, on a 886 projets pour le Sénégal, c'est quand même relativement excessif. En priorisant, qu'est-ce qu'on a privilégié réellement? On s'est accroché par rapport aux 3 axes stratégiques qui ont été définis tout à l'heure. Le premier axe, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Donc pour nous, pour sélectionner les actions prioritaires, il nous fallait un peu pondérer. On avait 8 critères, mais on a choisi au moins 3 critères avec des pondérations relativement importantes. Donc le premier critère, comme on l'a mis ici, c'est l'apport à la croissance économique, c'est-à-dire un peu l'axe 1. L'autre critère qui a reçu un niveau de pondération relativement important, c'était un peu l'accès aux services sociaux de base. Et le troisième critère, c'est la bonne gouvernance. Il y en a d'autres. Je pense qu'en lisant le plan Sénégal émergent, vous allez voir un peu les critères qu'on a eu à utiliser pour les prioriser. Et on est arrivé à peu près à hiérarchiser les actions prioritaires, à retenir à peu près 42% des 451. Ça nous donnait à peu près moins de 190 actions prioritaires. Donc, et c'est de là qu'on a commencé un peu à élaborer toute notre stratégie. Donc je ne reviens pas parce que je pense qu'on est parti directement au financement. Mais en fait, on a eu quand même une interaction avec les départements ministériels techniques. Pour d'abord, parce qu'au Sénégal, quand même, c'est l'un des pays en Afrique au sud du Sahara qui était le plus aidé. On recevait 4 fois la moyenne d'aide en Afrique au sud du Sahara dans les années 90 et 2000. Nous élaborons maintenant le rapport sur la coopération au développement. On avait figé déjà le financement qu'on avait acquis sur la période 2014-2018. Ces financements acquis tournaient aux environs pour les partenaires techniques et financiers pour à peu près 2056 milliards de francs CFA. C'est ce chiffre-là que vous voyez, c'est dont PTF 31%. Donc globalement, dans notre budget d'investissement, on avait acquis 62%. On avait acquis déjà 62% par l'État, mais 31% par nos partenaires techniques et financiers. Et 7% par le privé. Le privé était relativement faible parce qu'ici, c'est en fait la concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Où en fait, c'est vrai, c'est une autoroute qui a coûté à peu près 380 milliards de francs CFA, globalement, mais avec, bon, nos amis de la banque sont là, mais avec tout le programme de recasement, Tiawan-Peul et autres, toutes les études d'impact environnemental, les mesures d'atténuation et tout. En réalité, donc, c'est pourquoi le privé était relativement faible et à 7%. Mais un chiffre important, c'est les 62% de financement interne de l'État. Parce que quoi qu'on puisse dire, en 2000, c'est l'extérieur qui finançait nos investissements publics à hauteur de 72%. L'État ne finançait les investissements publics qu'à hauteur de 28% en 2000. C'est dommage que ce slide n'apparaît pas, mais vous allez voir de 2000 à 2014, la tendance haussière du financement interne de l'État, non pas la tendance baissière du financement extérieur, mais en proportion par rapport au financement de l'État, c'était relativement baissier. Pour vous donner maintenant un indicateur, en 2014, on était à 72 en 2000.
l'extérieur finance pour 38% au lieu de 72%. Et l'État finance pour 62% au lieu de 28%. Donc ça veut dire qu'il y a un effort de financement de nos investissements publics à partir de nos propres ressources. Donc ça, c'était une donnée pour nous très très importante. Mais quelque part, effectivement, nous-mêmes qui élaborons le budget d'investissement, effectivement, il y a un problème de productivité de nos investissements publics. Je demande tout le temps de nous calculer, à nos amis du plan, de calculer le coefficient marginal du capital, mais je suis sûr que c'est très élevé. Et j'en veux pour preuve, en 2011, notre taux de croissance était de l'ordre de 1,7%, Pierre. Quand j'ai regardé le niveau d'investissement, on était à 508 milliards. 508. 2013, quoi qu'on puisse discuter du taux de croissance, à peu près, que même qu'on soit à 2,4 ou à 3,7, moi je prends les chiffres de la DPE, 3,7, on a investi à peu près 470 milliards. Maintenant, on est dans l'ordre de moins de 500 milliards. Mais quand j'ai regardé en 2011 ce qu'on a investi, en fait, les 35 milliards, c'était le FESMAN. À effet nul, formation brute de capital, globalement. Et le plan TACAL, avec des locations de groupes et autres, c'est véritablement du fonctionnement. On était à peu près à 105 milliards sur les 508 milliards. De fait, on a investi moins de 400 milliards en termes d'investissement public. Conséquence, taux de croissance 1,7. Donc ça veut dire effectivement il y a un problème de productivité de nos investissements publics. Mais tout ça, on a pris en compte. C'est pourquoi on a beaucoup amélioré notre méthodologie de sélection un peu des projets avec des critères. Bon, on a voulu vous épargner un peu de tous les critères qu'on a eu à utiliser pour sélectionner les nouveaux projets. Mais en fait, quand même, on a beaucoup amélioré ça. C'est une donnée relativement importante. Donc, et dans notre cadrage, on se disait, on a 62% de financement de l'État, 31% de financement des PTF et le privé 7%. Mais il y a un effort, et le ministre l'a dit, la restructuration du budget fera qu'on a un effort additionnel de financement de l'État de l'ordre de 984 milliards. Mais ça, à partir relativement des dépenses improductives qui sont décelées dans le budget d'investissement et dans le budget de fonctionnement. Ça aussi, bon, je le dis très honnêtement, parce qu'on a tendance à dire, effectivement, on a un fort contenu de fonctionnement et de dépenses de personnel dans le budget d'investissement de l'État, mais c'est lié aussi des fois à nos partenaires techniques et financiers. Parce que si on regarde l'ensemble des contreparties des projets financés par les PTF, c'est 289 milliards. On a un budget d'investissement pour 2000. On faisait le point hier avec le fonds. On a exécuté le budget d'investissement à hauteur de 12%. Il reste 507 milliards. Mais sur les 507 milliards, les 289 milliards, c'est en fait des contreparties au financement extérieur. Si on ne les met pas, on n'a pas les 31% des PTF. Mais or, les partenaires préfèrent investir sur la formation brute de capital, donc venir montrer au vice-président Martha Diop l'autoroute, que de financer le fonctionnement des unités de gestion des projets. Donc, quelque part, les unités de fonctionnement des gestions des projets sont dans le budget d'investissement. Ça aussi, c'est une donne. Donc, à notre sens, mais il y a quand même un travail que nous allons faire un peu pour voir un peu comment, entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, on va essayer de prendre en charge ces éléments-là pour que le budget d'investissement, véritablement, soit là pour financer l'investissement dans le sens de la formation brute de capital. Et voilà, le gap de financement qu'on avait, c'était 2 964 milliards, mais ça, c'était à partir des projets nouveaux, mais qui étaient aussi en rapport avec nos politiques sectorielles. Parce qu'au moins, quand même, on avait réussi dans les différents secteurs à avoir des politiques sectorielles adéquates. Si vous regardez l'éducation, c'est le paquet. C'est un peu le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Si on regarde au niveau de la santé, c'est le plan national de développement sanitaire jusqu'à l'horizon 2025. Au niveau de l'agriculture, c'était le PNIA, le programme national d'investissement agricole, qui est maintenant un peu, le PRACAS a pris le relais. Donc, on a quand même des politiques sectorielles et c'est à partir de ces nouveaux projets, quand on a rentré tout dans le cadrage,
le cadrage allait exploser et il nous fallait un peu réussir à hiérarchiser, à encore pouvoir comprimer nos dépenses pour être à 9 654 milliards et à dégager un gap de 2 964 milliards. Mais l'hypothèse ici sous-jacente, dont privé PPP 1111 milliards, c'est que c'est 1587 milliards. Dans nos hypothèses, pour nous, c'est 70% à prendre en charge par l'État et les 30% à prendre en charge par le privé et les 30% par le public. Donc ça remonte au public, ce qui fait que si vous regardez les 1587 milliards, les 70% c'est le privé pur, 1111 milliards, et les 30% rentrent dans le financement public. Lorsque vous parlez de privé, vous voulez dire 100% sénégalais ou bien quelle est la proportion des Sénégalais dans le privé? Non, c'est le privé national et international. On n'a pas fait le distinguo. Voilà, on n'a pas fait le distinguo. On a enlevé beaucoup de slides parce qu'on ne voulait pas trop, effectivement, on voulait laisser le soin à ce que vous puissiez peut-être réagir et tout. On a allégé un peu la présentation, mais notre présentation est beaucoup plus exhaustive où on donne toute la méthodologie, le privé, les hypothèses, ainsi de suite. Mais en fait, c'est le privé national et le privé international. Maintenant, bon, comment le gap de financement, on regardait un peu, est-ce que le gap de financement était aligné sur nos priorités? Pour nous, c'était très important. On a vu que 80% du gap de financement de 2 964 milliards était concentré sur 6 secteurs. Le premier secteur, c'était les infrastructures, 26,3%. En termes de gap de financement, pas d'acquis. Mais là, c'est clair, c'est la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, à peu près 200 milliards de francs CFA, la partie nationale, hein, la partie jusqu'à Tamba. C'est pouvoir faire 4000 km de pistes. On vient de signer tout à l'heure à peu près pour 815 km de pistes avec le fonds de l'OPEP. C'est dans le plan d'action, c'est de faire 1200 km de routes revêtues. Donc c'est relativement bien évalué, c'est très clair. Deuxième secteur, l'énergie. Là, le ministre a eu à l'indiquer tout à l'heure. Pas l'aspect production. L'aspect production, c'est le secteur privé. Ici, c'est le programme de réhabilitation, de transport et de distribution et le programme d'urgence d'électrification rurale. C'est ça qui nous donne le gap de à peu près 12,8%. Agriculture, 11,09%. Des fois, à chaque fois qu'on exposait devant le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale et autres, les gens nous disaient, mais pourquoi l'agriculture est en troisième position? C'est parce qu'on a d'abord un financement acquis très important dans le secteur de l'agriculture, mais aussi c'est parce que le secteur des infrastructures et de l'énergie sont des secteurs à forte intensité de capital. 1 kilomètre de route bitumée neuve, c'est à peu près 250 millions de francs CFA, alors que pour faire 1 hectare d'aménagement hydro-agricole, on est dans l'ordre de 8 millions à 10 millions. Si on veut en faire toute la vallée, on ne pourra atteindre jamais ces montants-là. Donc, on a toujours expliqué un peu aux gens. Non seulement on avait un financement qui est important, mais ici, au niveau de l'agriculture, on insiste beaucoup sur le programme d'autosuffisance en riz pour à peu près faire 1 600 000 tonnes de paddy, économiser des devises véritablement de près de 300 milliards de francs CFA. L'éducation, la formation, je n'y reviens pas. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la carte universitaire. Là aussi, c'est beaucoup plus la mise en place des réseaux d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel à l'intérieur du pays, la construction de l'université du Sine Saloum. Bref, un peu délocaliser la carte universitaire. L'eau potable et l'assainissement, c'est le gap de financement du PEPAM, le programme eau potable et assainissement, et un peu la mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations. Pour la santé et la nutrition, je ne reviens pas là-dessus. Pierre Ndiaye en a parlé. Dakar Medical City, grand programme national de relèvement des plateaux techniques de nos hôpitaux et autres. Pour le volet PPP, là aussi, c'est 6 secteurs qui concentrent 93% du gap de financement. Les 6 secteurs, on les voit. La nouveauté ici, c'est qu'il y a 3 nouveaux sous-secteurs qui apparaissent et qui n'étaient pas là dans le public. C'est au niveau des mines, donc secteur privé, le tourisme et l'habitat et le cadre de vie. Mais sinon, les 3 autres secteurs, on les voit un peu dans le public. Globalement, on regarde la répartition stratégique de tout notre programme. On voit que la transformation structurelle de l'économie sur les 9 685 milliards, c'est 66%, c'est cohérent, c'est pour la croissance. Deuxième, 26%, capital humain, développement durable, protection sociale et gouvernance, paix et sécurité, 7,5%.
Donc voilà globalement la synthèse que je voudrais faire pour le plan d'action prioritaire. Petite question sur le cap d'énergie. Il faut qu'on organise les débats, sinon ça va aller très intéressant. C'est bon. Désolé Mansour, parce que je pense qu'on a que... Voilà, non, vous allez être le premier à poser la question. Non, je voulais d'abord remercier nos amis Ba et Pierre pour leur communication. Je pense que vous avez donné beaucoup de détails. On n'en attendait pas moins de vous. Certainement beaucoup de choses à digérer. Nous n'avons que 35 minutes malheureusement pour clôturer cette séance. Et donc c'est la séance des commentaires, questions et débats. Donc la liste est ouverte. Rappelez-vous qu'à 15h, nous devons libérer la salle. Donc je vous inviterai à peut-être poser des questions assez précises. Hein, et puis nos amis certainement se feront le plaisir. Nous avons toujours le ministre John qui est là avec nous, qui fera également le plaisir de répondre à vos questions. Mansour. Merci de m'avoir interrompu. En fait, sur le gap de l'énergie, vous n'avez pas tenu compte de la capacité. Sachant que l'énergie est le départ du chemin critique du développement et que pour arriver à baisser les prix, on est obligé d'augmenter la capacité. Est-ce qu'en valeur absolue, cette différence est significative par rapport aux chiffres que vous avez donnés? Donc c'est Ousmane qui me faisait la remarque en parlant, si vous voulez bien vous présenter, quoi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas. Oui, si, c'est ça. Amadou Si, FMI. J'ai juste une question. Donc sur le plan intégration régionale, on voit aussi les Ivoiriens venir avec un plan Côte d'Ivoire émergent, etc. Donc j'aimerais juste savoir dans quelle mesure le plan Sénégal émergent intègre cet aspect d'intégration régionale, au moins dans l'UMOA ou dans le ECOWAS, CEDEAO. Merci. Est-ce que ceux qui sont au téléphone peuvent contribuer? Oui, à vous. Présentez-vous. Ah, c'est Menga. Banque mondiale. Ma question, c'est par rapport aux petites et moyennes entreprises. Je sais, il y a pas mal d'accent qui est mis sur les infrastructures lourdes, avec les mines, etc. Mais quelle est la part qui sera dédiée aux petites et moyennes entreprises pour tirer un peu la croissance de nos économies? Merci. Ok. Je prends ici, Ndiaye. Moustapha Ndiaye, Banque mondiale. Juste une question par rapport à l'emploi. Quelle est la place de l'emploi, surtout pour les jeunes, en fait, dans ce plan Sénégal émergent? Ok. John. Bonjour, Mamadou Ndion, Banque mondiale. Félicitations à Pierre et à Moustapha Ba. C'est juste une question parce que le Sénégal a eu à élaborer des plans extraordinaires dans le passé. Qu'est-ce qui est prévu pour la mise en œuvre effective de ces programmes et le suivi? Ok, merci. Est-ce que ceux qui sont au téléphone peuvent contribuer? Oui, merci. Moi, ma question est liée à la transformation structurelle. Donc, si je comprends bien, donc, c'est de passer d'un niveau de structure à un autre. Au début, donc, à l'état actuel, on est à 70% de l'économie qui est tirée par les services. Et donc, on a ajouté 4 autres axes. Et donc, quel est le pourcentage espéré de chaque axe nouveau? Est-ce que vous pensez que les services vont continuer à pousser l'économie au niveau du Sénégal au bout de ces 10 ou 20 ans? Et puis, quelle est la part des différents autres? Également, le secteur des TIC a été mis comme un outil, au lieu d'être mis comme un facteur de croissance également. Pourquoi ce choix? Merci. Merci Daouda. Peut-être qu'on va autoriser une question par personne pour permettre à tout le monde de parler. Madame, à vous. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Madame Diaw Fatou Kiné. Je ne suis ni de la Banque mondiale, ni de la délégation officielle. Vous êtes la bienvenue. Je suis femme d'affaires. Je représente l'Organisation des femmes d'affaires africaines. Je suis invitée au forum qui commence demain, le forum de l'investissement, et après-demain, la table ronde des banques centrales et du secteur privé.
Monsieur le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, nous sommes dans la promotion des chaînes de valeur dans l'agriculture. Nous sommes également dans la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. C'est pourquoi nous voulons nous approprier le plan Sénégal émergent. Malheureusement, les femmes d'affaires n'ont pas été associées, monsieur le directeur, nous n'avons pas été associés aux concertations. Vous avez dit que toutes les organisations ont été invitées, mais je vous dis sauf les femmes d'affaires du Sénégal. Et je l'ai dit au ministre tantôt. Mais néanmoins, cela ne nous empêche pas de nous approprier le plan, parce que le secteur privé a sa part dans le développement économique de son pays. Donc, nous sommes en train d'organiser 3 types de... dans la chaîne de valeur, nous sommes en train d'organiser des femmes productrices, des femmes transformatrices et des femmes qui commercialisent. Donc, nous sommes là pour chercher des financements pour l'acquisition d'équipements agricoles en faveur des femmes agricultrices. Nous avons participé aussi à d'autres forats pour trouver des fournisseurs. Nous avons des fournisseurs. Nous avons des clients. Donc, nous venons chercher des financements et on a trouvé également, monsieur le ministre, des gestionnaires de fonds à risque. Cependant, ces gestionnaires de fonds à risque nous demandent tout le temps la garantie. Je leur ai dit que notre État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle le fonds GIP, qui garantit des crédits, mais à hauteur de 70%. Or, nous savons que les femmes n'ont pas de garantie. Les PME dont vous parlez également n'ont pas de garantie. Donc, où trouver les 30%? Ça pose problème. Nous avons les clients, nous avons les fournisseurs, nous avons des capitaux à risque. Ici également, nous sommes invités par un gestionnaire de capital, de capitaux à risque. Notre problème, c'est maintenant le gap de 30% de garantie. Sinon, les financements nous échappent. J'ai participé au forum économique en prélude au sommet de Koweït. J'ai trouvé des investisseurs. La semaine dernière, j'étais en Belgique. Il y avait également des financiers intéressés par le développement au Sénégal, financement du développement au Sénégal. Ici aussi, certainement, j'ai espoir d'en rencontrer demain après-demain. Donc, merci. Je pense que ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Je vous invite, vous, les Sénégalais d'ici, à nous rejoindre pour investir dans l'agriculture, parce que nous avons des agriculteurs qui ont des terres et qui n'ont pas de moyens financiers. Donc, vous pouvez, à travers des PPP, maintenant, intervenir dans l'agriculture, entreprendre dans l'agriculture pendant que vous êtes là à Washington. Merci. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. Je voudrais vous demander solennellement de faire une intervention assez brève, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent la parole et nous devons également laisser la possibilité à nos amis de répondre. Bourama, là-bas derrière, et ensuite John. Oui. Allô. Merci beaucoup. Je remercie le présentateur. En fait, je pense qu'il y a Ibrahim, c'est Djibril Beng, qui a parlé un peu des PME. Moi, je vais parler en particulier des PME dans le secteur. Parce qu'en fait, j'ai lu plusieurs fois le document, juste pour chercher où est-ce qu'on a placé les PME du BTP. On oublie souvent que le BTP fait partie du premier secteur sain, de création d'emplois. Dans plusieurs pays, le BTP vient juste après les armes et la drogue. Mais c'est ça la réalité. Alors, donc j'ai beaucoup cherché où est-ce qu'on a positionné le BTP. Parce qu'en fait, le BTP, il a chuté. Bon, je n'ai pas fait de la politique. Il a chuté à partir des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 2000? Il y a eu beaucoup d'infrastructures de base qui ont été créées. C'est une bonne chose. Mais les entreprises locales ont été totalement laissées en rade, y compris dans les aspects de sous-traitance. Alors donc, est-ce que le PSE ne pourrait pas revenir un peu, voir comment replacer ces entreprises dont certaines étaient à l'export?
Il y a des BTP, des PME qui sont arrivés jusqu'à sortir du territoire du Sénégal, avoir des chiffres d'affaires de plus de milliards à l'intérieur du pays, hors du pays. Alors maintenant, comment est-ce que cette redynamisation va revenir? Il ne s'agit pas de fonds additionnels. On n'a pas besoin de fonds additionnels. On a juste besoin de mesures. Comment les mettre dans le circuit des infrastructures qui vont être construites? Et bon, maintenant, M. Ba, petit frère Boski, mais comment c'est fait que le Sénégal se trouve encore en train de parler d'unité de gestion de projet? J'ai parlé. Mais ce n'est pas possible. Depuis 2000, ce débat était sur la table. Vous vous rappelez bien lorsque vous parlez du portefeuille du Sénégal. Qu'on parle encore d'unité de gestion de projet au Sénégal, avec toutes les compétences qu'on a, avec toute la formation, les cadres que nous avons dans ce pays, on parle d'unité de gestion de projet, au lieu de replacer le projet dans les ministères. Je pense quand même que c'est également une réflexion à mener. Merci. Merci, Bourama. John, au fond, là-bas. Allô. Pas de questions spécifiques sur la Banque mondiale. J'ai juste 3 suggestions à faire par rapport au plan. Suggestion numéro 1. C'est excellent que vous soyez venu pour faire cette présentation devant nous. Il faudrait que ça puisse continuer par une stratégie de marketing. Ce n'est pas parce que vous avez actuellement des promesses de financement que ça devrait s'arrêter là. Il faut qu'il y ait une stratégie claire de comment ce plan, dans les années à venir, devrait faire l'objet d'un marketing poussé. Premier point. Deuxième suggestion, c'est que quand vous parlez d'inclusion sociale, je crois qu'il y a aujourd'hui pas mal d'expériences et de bons modèles qui marchent à travers le monde, notamment l'Amérique latine. Je crois que ce serait aussi bien que vous puissiez vous approcher de certains collègues de la région pour qu'ils puissent vous aiguiller là-dessus. Et puis, troisième suggestion, par rapport aux infrastructures. Ce serait bien que vous puissiez vous inspirer aussi par rapport à ce que vous voulez faire sur les infrastructures du modèle de ce qu'on appelle les pays déjà émergents de l'Asie du Sud-Est, notamment Singapour, les Philippines, la Malaisie, etc. Et il y a pas mal de collègues ici qui travaillent aussi, qui sont sénégalais, qui travaillent dans ces régions-là, qui pourront vous donner des tuyaux. Merci et encore bravo. Merci beaucoup, John. Allô. Allô. Oui, ici, là. C'est M. Sow, je crois. Allô. Merci beaucoup aussi, Alassane Sow, la Banque mondiale. Bon, tout d'abord, je me réjouis de cet échange. Je crois que c'est tout à fait réconfortant de voir ce qui se passe au Sénégal. Le débat, malheureusement, on n'a pas l'espace qu'il faut pour entrer dans les détails du contenu, mais je voudrais simplement me focaliser sur l'administration du suivi de la mise en œuvre du PSE. Je crois que il me paraît être l'aspect le plus important. Et je crois que, à cet égard, l'expérience de la Corée du Sud est extrêmement utile. Dans les années 80-90, le président Park a mis en place un dispositif de suivi mensuel. Si vous voulez, on pourra en discuter davantage. J'ai beaucoup d'éléments sur ça. Merci. Merci, M. Sow. Oui, Ousmane. Merci. Ousmane Bachir Dem, Banque mondiale. Je voudrais commencer par une question, je ne serai pas long, Ibrahim, une question métaphysique, mais juste la partager. C'est parce que ça me traverse vraiment l'esprit. Les présentations sont excellentes. On ne peut pas questionner en fait la qualité des hommes qui pilotent le projet. Encore une fois, la qualité du document. Mais à chaque fois que je pense à certaines choses qui se passent dans mon pays, je me dis « Why we are not making it ?» Pourquoi avec d'excellentes initiatives comme ça, avec des ressources humaines aussi compétentes, avec des programmes qui sont très bien développés, on n'arrive pas encore à émerger? C'est une question que j'appellerais métaphysique, que je voulais mettre dans la table. Ne soyez pas obligés d'y répondre. Deux éléments très rapides. Les réformes institutionnelles sont extrêmement importantes, mais je pense qu'il y a la corruption qui est encore vive au Sénégal. Je ne suis pas dans les secrets de la République, mais je pense que ce n'est pas un hasard que le président de la République, lors de son dernier séjour en Allemagne, a parlé aux investisseurs en leur disant « Si vous venez au Sénégal et que vous êtes interpellé par des Diouf, des Diagne, donc des CRR en quelque sorte, qui vont vous demander des pots de vin, ne donnez pas cet argent-là, parce que, etc. » Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, parmi les investisseurs étrangers, ont dû certainement interpeller le président de la République pour lui parler de ça. Et ces réformes institutionnelles-là, à mon avis, ne permettent pas de résoudre ce problème endémique-là. Il m'est arrivé, pour juste donner un exemple, de prolonger une mission officielle que j'avais au Sénégal pendant 4 jours, parce que dans l'avion, j'ai rencontré de Ouaga à Dakar un promoteur, un investisseur indien qui était à Dakar pendant 8 mois
et qui courait alors qu'il n'arrivait pas à trouver un seul rendez-vous pour avancer dans ces procédures. On lui avait bouffé en quelque sorte 30 millions à 35 millions. Hier soir, j'en discutais avec mon ami Pape. C'est des exemples dont on entend parler tous les jours. Ces pots de vin, ces officiels qui nous interpellent dans les couloirs et qui demandent comment régler ce problème-là que les institutions et toutes ces bonnes organes de lutte contre la corruption ne permettent pas de capter. Dernièrement, je vous invite, comme mon collègue vient de le dire, malheureusement, j'en parlais avec Marietta, avec qui je travaille à WBI. Il y a un nouveau programme qui a commencé à la banque qui s'appelle le Rapid Result Programme. Ce programme-là, en fait, aide les gens ou des institutions ou des programmes qui mettent en œuvre des réformes importantes. Vous avez des unités de coordination, il y a un ministre chargé du suivi, etc. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Je donne un exemple avant de partager en privé avec vous et Marietta les détails de ce programme-là, que je pense que vous devez connaître et essayer de voir dans quelle mesure ça peut vous appuyer. Dans toute réforme, il y a des gagnants et des perdants. Et il vous faut identifier systématiquement et rigoureusement qui sont les perdants dans ces réformes importantes que vous allez faire au Sénégal et comment les maîtriser. Et je pense qu'il y a un outil intéressant à la banque au niveau surtout de WBI qui peut vous aider à avancer dans ce sens. Merci. Merci Ousmane. Alors, je regarde ma montre, on n'a que 20 minutes. Non, mais c'est-à-dire qu'à 15h, on doit libérer la salle. C'est pourquoi c'est bon de finir. Je crains que si on prend cette formule, ça risque de... Alors, je vais prendre 3 dernières questions. Et puis s'il vous plaît, je prends 3 questions et je donne la parole à nos amis pour qu'ils répondent. Okay. Alors, oui, mais vous avez déjà posé une question ou bien? Bon, allez, d'accord, allez-y, Diouf. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Oui. Mais je ne veux pas qu'on nous cherche de cette salle ici à 15h, quoi. Merci. Ibou Diouf FMI. Tout à l'heure, le ministre a parlé de l'implication de la diaspora dans le plan sénégalais. En dehors de l'aspect que vous avez présenté aujourd'hui, demander des conseils, etc., est-ce que vous avez mis en place des dispositions pour l'implication concrète de la diaspora sénégalaise? Ok, merci Ibou. C'est très bref. Oui, monsieur, à vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Mansour Sy, vice-président à l'Assemblée nationale. Et membre du réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et ancien agent de la Banque islamique de développement. Dans la présentation, je vous remercie pour la qualité. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de dits, mais il y a beaucoup de non-dits. Et ma préoccupation essentielle, c'est l'enseignement supérieur en tant que moteur de développement. Nous sommes dans une génération où on peut avoir des moteurs de recherche à New York qui vous traitent des milliards d'informations à la seconde. Mais les pays qui ont ça, ils commencent l'université au mois de septembre. Nous commençons l'université jusqu'au mois d'avril. L'université n'a pas encore commencé. Alors que et comment vous avez pris en compte cet aspect-là qui est très important, surtout lorsqu'on sait que, en ce qui concerne l'attraction des investissements étrangers directs, le problème des ressources humaines est un problème extrêmement important. Comment vous prenez ça en considération dans le cadre du PSE? Merci. Merci bien, monsieur le député. Je me disais bien que ce visage-là me disait quelque chose. Mais... Encore merci d'être avec nous. Voilà. Donc, je disais que je devais... Alors, il y a les filles, les dames qui insistent. Donc madame, ensuite Marlitou, et puis je crois qu'on boucle la liste, quoi. S'il vous plaît, merci. Allez-y. Alors, merci beaucoup pour l'exposé, c'était très enrichissant. Je m'appelle Muriel et je représente l'association des Casamancés ici. J'avais juste une question par rapport aux exposés. Je voulais juste savoir ce qui a été... quelle partie a été réservée aux associations ici présentes, ici aux États-Unis, pour... je vais dire aux associations de la diaspora pour pouvoir faire partie de ce plan émergent. Je compte à la sortie de cette réunion pouvoir rendre compte à mon association pour lui dire que voilà ce que le gouvernement sénégalais et l'État attendent de nous. C'était juste une question. D'accord, merci beaucoup. Dernière question, Maritou.
Merci, je suis Madame Mariétou Diallo de la Banque mondiale. Je voulais juste savoir où se positionne la santé, notamment la maternité de l'hôpital de Dantec et Abbas Ndao qui sont suspendus actuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc, Monsieur le ministre, à vous. Merci, Président. Juste quelques réponses d'ordre général et je laisserai nos brillants économistes et techniciens pour répondre peut-être aux questions. Alors, l'intégration régionale. Je pense qu'il y a un principe très clair, que ce soit au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO, c'est le principe de subsidiarité. On ne mutualise ensemble que ce qui est plus performant quand on le mutualise. Donc, ne vous attendez pas à ce que l'UEMOA ou la CEDEAO règle le problème un problème extrêmement concret, je veux dire du Sénégal. Il y a les politiques sectorielles communes, il y a des instruments communs, un code minier communautaire, un code des investissements communautaires. Mais à nous d'affiner. Donc ce n'est pas gênant que la Côte d'Ivoire travaille avec le même cabinet qui est McKinsey aussi, comme ça l'a été, pour définir son chemin horizon 2020. L'UEMOA, c'est un ensemble, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Nous sommes les plus enclavés, nous sommes à gauche, complètement sur l'océan. La Côte d'Ivoire a d'autres problèmes, il est middle income country, nous sommes nous un LDC, quoi que l'on dise, un PMA, donc nous n'avons pas forcément les mêmes problèmes que le Ghana ou le Nigeria, qui a un marché de 200 millions de personnes. Donc je pense que c'est toujours pertinent de définir sa voie, sa vision. Alors, il faut qu'on se mette aussi d'accord. Souvent, on le dit, on ne le dit pas assez. Nous sommes tous Sénégalais, mais il y en a un à qui la Constitution donne le droit de définir la politique de la nation. Les autres n'ont pas le droit, parce que c'est lui qui détient le vote des autres. Donc, c'est le président qui a inondé sa vision, qui a été déclinée par des techniques et qui est sorti PSE à long terme. Donc ça, c'était un problème, je pense, au-delà même de l'aspect les Ivoiriens, nous, mais chez nous déjà aussi, voilà comment ça doit marcher. Alors, deuxième problème, la mise en œuvre. La mise en œuvre, elle se veut concrète. Tout à l'heure, j'ai parlé de contrat de performance. Nous sommes des techniciens. Ce qu'on va faire avec, je ne sais pas, le ministre de l'équipement, c'est s'asseoir et définir avec lui comment la route qui est prévue ou l'autoroute qui est prévue ou le chemin de fer, comment concrètement, semaine par semaine, les livrables qui sont prévus. Et on aurait pu, la delivery unit aurait pu être au ministère des Finances ou dans un ministère. Le président a nommé un ministre pour s'en occuper pour que chaque conseil des ministres, chaque jeudi, comme le ministre des Affaires étrangères, il a un point pour faire le round-up de la situation extérieure, le ministre en charge du PSE a également son point où il dit « Attention, sur tel projet structurant du PSE, ça n'avance pas. » Et pourquoi ça n'avance pas? Parce que ce qui était prévu pour la semaine n'a pas été réalisé. Donc on va au niveau le plus fin, à la limite du micromanagement. Et c'est comme ça que ça va marcher. Je pense qu'aujourd'hui, le défi idéologique, il n'existe plus dans les politiques de développement. Il n'y a plus de... on va faire du communisme. Non, aujourd'hui, le défi, il est le défi de la mise en œuvre. Il n'est plus idéologique. Donc ceux qui feront un tuning très centré, j'allais dire, très fin, ils vont réussir. Ceux qui ne feront pas, ceux qui vont manager avec la big picture, fly high, ben, ils vont rester sur le high. Mais le diable, il est dans les étrailles. Voilà donc, nous, c'est notre engagement que de faire ce suivi extrêmement rapproché. Je suis preneur pour l'expérience de la Corée du Sud. On regarde le Pimenlou qui existe en Malaisie, ça nous intéresse. La semaine dernière, samedi, on était avec Tony Blair, qui a créé la première delivery unit en 2001, qui nous a exposé sa méthodologie.
on n'achète pas. Parce que nous avons également notre vision. Mais on l'a écouté. Donc le benchmark, vraiment les amis d'Em Marietta qui ont des choses à partager avec nous, nous sommes preneurs. Et nous allons vous écouter. Alors du coup d'ailleurs, je vous invite, ceux qui veulent rentrer au Sénégal, il y a de la place dans la Navy Unit. On ne pourra pas vous payer, hein, mais moi j'ai divisé ma paie par 3 pour rentrer, donc voilà, je veux me faire un bon exemple. D'accord. Alors, l'emploi des jeunes. Beaucoup de moteurs, les 27 projets dont on parle, ce n'est pas des projets à 4000 km, hein, c'est du concret. Pour nous, nous avons dans les projets le plan sectoriel microtourisme. Parce qu'on parle de croissance inclusive, solidarité, microtourisme. C'est un petit jeune qui est à Hambourg, qui a un petit GIE, qui fait de la location de quad. Pour que également l'argent reste dans le pays. Que ça soit pas que les chaînes, comment ça s'appelle, les tours opérateurs. Voilà. Le plan sectoriel artisanat d'art, là aussi, c'est le petit fabricant de babouches à Ngaïmekhe qu'il faut encadrer pour demain en faire un champion. Pourquoi pas? Bill Gates, il a commencé tout petit. Alors, mais c'est également les PME, c'est parce que on a parlé de chaîne de valeur tout à l'heure agricole. On veut effectivement être from farm to fork sur toute la ligne. Et nous allons également travailler pour augmenter le coefficient de transformation. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question sur la transformation structurelle. Pour nous, c'est ça. C'est quitter les secteurs à faible valeur ajoutée. L'allocation des ressources doit quitter cela pour aller vers les secteurs à plus forte productivité. Et ça, c'est la manufacture, c'est les services qui lui sont rattachés. Donc, nous allons promouvoir cela. Et c'est pourquoi nous travaillons nous avons ciblé également, parmi les 27 projets, la construction de 2 à 3 plateformes industrielles. Nous travaillons depuis quelque temps. Hier, j'en parlais avec mon ami Eliman sur ce que nous faisons pour délocaliser les entreprises chinoises. La Chine a 85 millions de jobs à détruire. Et aujourd'hui, ce n'est pas rentable de faire des t-shirts en Chine. Le textile ne peut plus continuer à être fabriqué en Chine. Il y a 3 ans, leur SMIC était à $150. Il est à $500 aujourd'hui. Et dans 2 ans, on pense qu'il sera à $1000. La Chine ne peut plus continuer à fabriquer des chaussures. Ils sont déjà en Éthiopie. Ils ont créé sur les 85 millions de jobs à délocaliser 3 millions au Vietnam, 2 au Cambodge, 1 à Myanmar. Aujourd'hui, ils sont presque à 100 000 jobs en Éthiopie. Moi, j'ai visité une usine qui s'appelle Huadian en Chine, à Addis, dans la zone industrielle. C'est 4 000 jobs de jeunes. Et ça fabrique les chaussures que nous voyons ici, Guess, etc., dans les boutiques, pour les États-Unis. Alors, on travaille avec là-dessus. Et hier, il y a 2 jours, une délégation chinoise qui travaille avec le ministre de l'Industrie a été reçue par le président de la République. On travaille sur la création de grands parcs industriels pour capter justement ces 85 millions de jobs chinois. Là, gisement de... Alors, il faut bien voir aussi, ça ne va pas se faire contre nos avantages comparatifs. Donc, ça doit s'adosser sur ce que nous avons. Si on a du leather industry, on a de l'agri, les mangues de Casamance qui pourrissent à 50% dans le Bignona, ça peut faire des jus qui vont aller à Dubaï. Donc c'est tout ça que nous sommes en train d'organiser à travers ces plateformes industrielles, et on peut faire beaucoup plus que 600 000 emplois créés. Et ce n'est pas du rêve, les autres le font aujourd'hui. Parce que ces Chinois qui ont ces 85 millions de jobs, ils disent eux aussi, on les détruit, mais nos gars, ils ne vont plus faire des chaussures, ils vont faire des télés. Pourquoi on importe du Samsung? Pourquoi on importe du LG? Parce que maintenant, ils ont une classe moyenne. Donc voilà, c'est toute l'expérience des Flying Geese, etc. Comment nous, on peut s'accrocher à cette globalisation gagnante. Et nous y travaillons. Sur donc l'emploi des jeunes, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Alors, mon grand frère et marabout Jamil, je vous rassure,
Les 17 réformes, une des réformes phares, c'est l'alignement de l'enseignement supérieur avec les besoins de l'école. Deuxième réforme phare dans les 27, je ne sais pas s'il y a le slide des réformes, on pourrait l'afficher. C'est le développement accéléré des formations techniques et professionnelles, les skills. Et on va les voir, les réformes. Non, ça c'est les projets. C'est les projets. Oui. Bon, mais les réformes étaient quelque part, je les ai vues. Voilà, et on peut afficher l'image. On verrait que l'enseignement supérieur capte notre attention. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui ici le ministre de l'Enseignement supérieur. Dernier point sur lequel je voulais répondre, c'est IT, source de progrès technique, mais moteur de croissance également. Nous, on a les deux. Et aujourd'hui, il y a, peut-être avant-dernière question, et, sur le IT, il y a carrément un projet phare autour de IT qui est zone dédiée au service export pour l'économie numérique. Les centres d'appel, le développement de logiciels, et ce n'est pas des choses dont on rêve. Je prends une société comme PCCI, elle a délocalisé 2000 jobs au Sénégal de centres d'appel. Vous appelez en France Orange, c'est à Dakar qu'on répond. Donc c'est des choses sur lesquelles nous avons un avantage comparatif, et nous avons énormément de jeunes diplômés de l'université qui peuvent trouver une vocation à travers ce type de projet. Alors le dernier, le BTP. On a prévu les PME du BTP. C'est le projet écosystème de construction et matériaux et BTP. C'est dans la liste. Donc je pense que je me rends compte de plus en plus que peut-être les roadshows qui sont prévus pour partager avec les investisseurs et la diaspora, ils sont vraiment pertinents, et il faudrait qu'on fasse beaucoup plus de communication pour l'appropriation, parce que le destinataire de tout ça, finalement, c'est les Sénégalais, c'est nous. Merci. Non, je crois que le ministre a répondu pratiquement à tout. Peut-être juste sur la question des capacités dans le domaine de l'électricité. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait posé cette question. Je voudrais juste rappeler que dans la présentation, on s'est focalisé sur tous les projets qui touchent un peu l'État, soit à financement public entièrement ou à financement par les PPP. Il y a des projets financés par le secteur privé, et ceux sur les capacités d'électricité rentrent effectivement dans ce cadre. Il y a un plan de développement du secteur de l'électricité qui vise à un mix énergétique un peu diversifié sur les années à venir. Aujourd'hui, on est sur un mix avec 90% de thermique, et l'idéal donc, c'est avec le développement du charbon et de l'hydroélectricité de modifier un peu cette structure pour avoir des coûts tout à fait acceptables sur la région. Voilà, merci. Allez-y. Juste quelques ajouts, parce que c'est important, à mon avis. Bon, c'est vrai, grâce un peu aux capacités de négociation. Je me rappelle, on devait faire la route Thiès-Séoul-Diourbel avec la BAD. Au moins, au Sénégal, on a commencé à avoir des cadres de coopération. Comme on en a avec la Banque mondiale, la stratégie de partenariat pays. Avec la BAD, c'est le document de stratégie partenariat pays. On devait faire ces routes. Bon, mais ok, on dit, le président dit, notre option, notre vision, c'est de faire l'autoroute Thiès-Touba. Et on a fait un projet d'emploi des jeunes de 17 milliards financé par la BID, financé par la BAD, qui est en train d'être exécuté. En plus de ce que le ministre a eu à indiquer, je pense que même hier, le plaidoyer que le ministre des Finances a fait devant le vice-président de la Banque mondiale, c'est à côté de la BID et de la BAD, où on a des projets spécifiques emploi des jeunes, qu'on est avec la banque, un projet emploi des jeunes. D'ailleurs, on a été désigné, Pierre et moi, à participer à une rencontre qui se tiendra peut-être demain ou après-demain sur l'emploi des jeunes et autres. Donc je pense que là aussi, c'est très important que nos cadres de coopération soient alignés effectivement à nos priorités, et c'est dans ce cadre. Bon, maternité Le Dantec, je connais tellement, on a mis 700 millions en 2011, 2012 on a mis 1,206 milliard. Je suis précis, hein? Et après, on a mis 700 millions. Mais vous savez, jusqu'à présent, on ne peut pas faire la maternité.
C'est à raison de ça, les réformes dont on parle, c'est juste lié aux procédures de contractualisation au niveau de notre code des marchés publics que Bourama Diaïté de la Banque mondiale connaît bien. Aujourd'hui, on est en train de réviser notre code des marchés publics. On a signé un projet d'électrification rurale depuis avril 2011. Jusqu'à présent, ça n'a pas démarré. 4 ans après, à cause des recours et autres. Aujourd'hui, la Banque mondiale nous aide dans la révision de notre code des marchés publics et ça nous permettra effectivement d'accélérer l'exécution des projets. Je pense que tous les autres éléments qui ont été indiqués, bon, c'est vraiment des éléments de contribution qu'on va prendre en compte. Mais véritablement, nous vous remercions de toutes les contributions qui ont été faites. Merci. 2 minutes pour wrap up cette séance. Je voudrais, à votre nom à tous, remercier nos chers invités, Monsieur le Ministre, nos experts des finances, Monsieur le Ministre des Finances, de l'Éducation, Madame la conseillère de la Présidente, donc, et toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur de venir participer à cette première conférence donc, de notre association. Donc je disais que donc, cette association née après le Diola, etc., se veut un forum de solidarité, d'entraide entre nous. Et cette conférence est la première. Nous allons en organiser d'autres. Il est vrai que nous n'avons pas pu épuiser le débat. Le temps a été court. Je sais qu'il y a d'autres qui voulaient poser des questions, mais comme nos collègues sont là, peut-être que dans les couloirs, on pourra continuer les interactions, les discussions avec eux. Je voulais aussi vous dire que nous avons besoin de votre appui. S'il vous plaît, soutenez notre association. Soutenez notre association parce que les dons que nous recevons sont transformés en projets pour nos compatriotes au pays. Donc il est important que tous les membres puissent mettre la main à la pâte, verser leur contribution. Le minimum c'est $100. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Alors, M. Ndiaye, Monsieur le Ministre, je pense que nous allons mettre en place à notre niveau une task force pour essayer de capitaliser toutes ces recommandations, toutes les discussions que nous avons eues ici et voir dans quelle mesure on peut continuer cette nécessaire interaction. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui pour la diaspora d'être aussi on board de ce plan stratégique et naturellement de l'accompagner parce que c'est pour notre pays. Malheureusement, le temps est court, la salle doit être libérée, mais je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît. La prochaine conférence sera Why they cannot make it. Exactly. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci Ndiaye. Merci beaucoup. Xaaral ma récupérer